Ce programme vous est présenté par Orchestra, la plateforme loisirs. Au sommaire des ateliers d'IFTM, le tourisme en montagne, comment les stations de ski ont-elles vécu leur fermeture en raison de la pandémie du Covid-19 ? Comment abordent-elles leur réouverture et quelles mesures comptent-elles mettre en œuvre pour se réinventer à l'heure du réchauffement climatique ? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. Quand te reverrai-je, pays merveilleux ? On a tous en tête évidemment ces paroles que chantait Michel Blanc dans Les bronzés fonds du ski, coincé sur un télésiège à l'arrêt, au beau milieu de la nuit. Eh bien, c'est la question que l'on va se poser avec nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Thomas Saison, directeur marketing et commercial de la Société d'aménagement de la Plagne. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous serez accompagné, Thomas, de Laurent Cormier. Vous êtes directeur délégué d'Auvergne, Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis également à nos côtés, à ma gauche, Christian Sabag, président fondateur d'Orchestra. Bonjour Christian. Bonjour François-Xavier. Et puis à distance, en visioconférence, on a le plaisir d'accueillir deux autres invités. Le premier, Alexandre Magna, fondateur de Youstiti, une start-up pyrénéenne qui développe un concept intéressant. On y reviendra d'ailleurs en fin d'émission. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour, et puis également, on accueille avec grand plaisir Gilles Delarvel, le nouveau directeur général de Courchevel Tourisme. Bonjour Gilles, vous nous entendez bien ? Bonjour à tous, je vous entends très bien. Merci Gilles. Eh bien, on va ouvrir tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Vous la lisez avec moi à l'écran, elle a été prononcée par le président de la République le 24 novembre dernier. Il me semble impossible d'envisager une ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année. Voilà ce que disait le président le 24 novembre dernier. Évidemment, Gilles Delarvel, on ne va pas revenir sur la polémique qu'elle a déclenchée, mais j'imagine que cette phrase a été un vrai coup de massue pour une station comme la vôtre. Alors oui, effectivement, ça a été un vrai coup de massue, non seulement pour une station comme la nôtre, mais aussi pour toutes les stations françaises de ski. Tous les professionnels de la montagne étaient prêts, dans le strict respect des conditions sanitaires. Nous, à Courchevel, on était prêts à ouvrir le 5 décembre. Nous avions d'ailleurs déposé à cet effet un référé pour essayer de contrer ces décisions qui n'a pas abouti, et nous avons dû passer un Noël avec une station de ski fermée sur les remontées mécaniques. Thomas Saison, on rappelle que la période de Noël représente 13% de la fréquentation annuelle des stations de ski. Ce n'est pas rien. Thomas, j'imagine que cette décision a été difficile à avaler. Oui, elle était surtout inattendue parce que Gilles vient de rappeler que les conditions sanitaires étaient réunies. On avait beaucoup de discussions, on avait bon espoir d'arriver à nos ouvertures traditionnelles, donc entre grosso modo le 5 décembre et le 15 décembre. Voilà, donc la période de Noël est une période très fréquentée, celle de Nouvel An encore un petit peu plus, une clientèle française mais également une clientèle étrangère. Donc voilà, vraiment un peu d'incompréhension, un effet surprise important. Non seulement la fréquentation vient d'être 10 et 13%, mais c'est 20% du chiffre d'affaires, donc il y a une économie locale. Il y a un écosystème aussi d'embauche des saisonniers, etc., qui nous a beaucoup posé de difficultés aujourd'hui dans la gestion du personnel et dans la capacité aussi à maintenir malgré tout un domaine skiable, si possible entretenu, en attendant cette ouverture. Laurent Cormier, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région touristique de France, grâce notamment au tourisme de montagne, évidemment. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui ces acteurs ? Est-ce qu'ils sont en colère, résignés, combatifs ? Un peu tout, ça a été dit. Colère, incompréhension, inquiétude.
Effectivement, c'est à peu près 20% sur l'ensemble des 175 stations que compte la région dans les Alpes du Nord, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires en moins. C'est 120 000 saisonniers qui n'ont pas su à quel moment ils devaient commencer à travailler. Tout le monde était prêt, mais finalement, il n'y a pas eu de réponse franche et précise pour donner le feu vert. Donc beaucoup de frustration, même si un coin de ciel bleu est en train de s'ouvrir, puisque avant la saison, 4 Français sur 10 nous ont dit vouloir venir à la montagne cet hiver, donc c'est quand même intéressant. Et puis effectivement, se révolter ou s'adapter, on n'a pas tellement de choix dans la vie. Et en effet, l'ensemble des professionnels de la montagne se sont adaptés pour adapter d'abord leur offre, mais aussi proposer des conditions de réservation et d'annulation sans précédent. Alors j'aimerais qu'on tire un bilan un peu plus précis de cette pandémie sur le tourisme de montagne. C'est notre rubrique en chiffres. Que représente en temps normal le tourisme de montagne? Regardez ces chiffres qui s'affichent à l'écran. C'est 350 stations de ski en France, 10 milliards de retombées économiques, soit entre 5 et 10% de l'économie du tourisme français. Donc c'est évidemment très important. Et puis, il faut ajouter 10 millions de touristes par an, dont 7 millions qui pratiquent les sports de glisse. Et parmi ces 10 millions de touristes, 25% d'étrangers. Donc c'est évidemment très important. Et n'oublions pas les 120 000 emplois saisonniers. Donc évidemment, quand on a à l'esprit ces chiffres, ma première question va tout de suite à Gilles Delarbel et Thomas Saison. Gilles, d'abord, avez-vous évalué l'impact de cette crise sur votre station de Courchevel depuis le début de la pandémie, le 14 mars dernier? Alors, l'impact a été à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la station a fermé à la mi-mars, un peu comme tout le monde, mais l'hiver s'étant bien présenté, l'impact économique sur l'hiver 2019-2020 a été sans doute moins important que ce qu'on pouvait escompter. On a eu aussi un effet positif sur l'été, où on a une fréquentation un peu plus importante et on s'attendait évidemment à redémarrer un hiver tonitruant. Le fait que les remontées mécaniques et que le domaine skiable soit fermé a eu un impact considérable sur le business chez nous. Il varie entre 20 et 50%. On a des socioprofessionnels qui ont perdu simplement sur la période de Noël et les premières périodes de janvier qui, comme je le rappelle, sont fréquentées énormément par des touristes étrangers qui viennent d'Angleterre, de Russie, du Moyen-Orient, qui ne sont pas venus cette année dans la station. Et on a de là, évidemment, des difficultés importantes pour un grand nombre de sociopros qui sont en train de mettre en application toutes les bonnes aides et les mesures qu'ont mis en place le gouvernement. Thomas Saison, est-ce qu'à la Plagne, vous avez aussi des chiffres évaluant l'impact de cette crise depuis une dizaine de mois maintenant ? Alors oui, il y a eu la fermeture prématurée de l'hiver, donc ça a été déjà un élément clé. Il y a un deuxième impact qu'il faut qu'on souligne, c'est qu'on avait aussi déjà préparé sur la saison dernière un effet Brexit, sur la clientèle anglaise notamment, et les conséquences économiques du Covid rajoutées au Brexit ont quand même anéanti et fortement ralenti en tout cas un certain nombre de marchés qui faisaient venir une clientèle dans nos stations. Aussi bien sur la partie la station de Gilles ou la mienne, on parle des deux plus grands domaines skiables au monde en termes de taille. Pour la Plagne, la fréquentation skieur, c'est 46 000 skieurs par jour. C'est la première station de ski la plus fréquentée, en tout cas au monde. L'impact, il est au minimum de 20% économique, mais je pense qu'il est même un petit peu plus, parce que, comme je le dis, on a ces petites vagues et ces différents échos qui restent effectivement de la crise précédente, qu'on n'a pas complètement terminée, même si l'été a donné une assez forte attractivité au marché France. Et on a su réinventer une partie de l'offre. Et les Français, je pense, ont redécouvert la montagne aussi en été à cette occasion. On était en tout cas prêts pour un hiver tonitruant, basé un petit peu sur cette frustration de n'avoir pas complètement terminé la saison dernière et d'avoir très envie d'y retourner, en tout cas de contenter l'ensemble de nos vacanciers, toute origine confondue. Alors Laurent Cormier, heureusement, et j'ai envie de dire, l'été a quand même été excellent dans les stations de montagne, avec une très bonne fréquentation, comme rarement. Est-ce que ça a permis quand même d'amortir un peu le choc ?
Alors l'été, en effet, a été très bon, sans doute en termes de fréquentation, l'été de tous les records. Et puis au-delà de ça, je dirais qu'on a des destinations, je pense à Chamonix, qui ont comptabilisé à peu près 46% de primo-visiteurs. Donc suite au premier confinement, cette période d'été, elle a illustré, elle a répondu à ce besoin d'oxygénation, de grand air, de besoin de se ressourcer, de retrouvailles aussi, puis un petit peu de rupture de rythme. Donc toutes les destinations, un petit peu aussi hors les sentiers battus, en ont bénéficié au-delà de la montagne. Et puis on a vu des choses inédites comme des prestataires d'activités outdoor qui ont été particulièrement plébiscités, tout ce qui touche à la rando, au vélo. Je pense à des prestataires qui nous ont témoigné de cela dans l'Oisan, en Isère, en disant voilà, on a fait un été record. Néanmoins, il faut relativiser tout ça, puisque l'été est une part, je dirais, un petit peu plus congrue du business. Si on pense notamment à la montagne d'altitude et aux stations, n'oublions pas les 2 milliards de pertes qui ont été générés par le premier confinement dans notre région. 2 milliards, c'est grosso modo 12% de la consommation touristique annuelle. Et on repart sur une saison d'hiver 2021 avec une perte d'environ 20% avant de commencer, donc c'est compliqué. Au global, effectivement, l'été était bien, mais on voit surtout poindre des nouveaux comportements. Mais en termes de chiffre d'affaires, de consommation et de fréquentation, cette année est quand même particulièrement compliquée. Voilà donc pour le triste bilan de cette pandémie. On va maintenant s'intéresser à l'année qui commence avec notre rubrique « Demain, quelle reprise ?» Alors pour se donner l'eau à la bouche avant la reprise qui s'annonce, on va découvrir ensemble quelques images magnifiques de la Plagne, histoire de se remémorer ce que c'est qu'une montagne enneigée. On regarde tout de suite. Évidemment, ça fait envie. On espère bien sûr que les skieurs reviendront nombreux découvrir ces paysages de rêve. Laurent Cormier, la clientèle étrangère représente 30 à 35% des skieurs. Je le disais, la reprise va forcément se faire sans eux, au début tout au moins, et sans doute pour un bout de temps encore. Comment vous allez aider, vous les professionnels, à s'organiser pour cette reprise ? On a lancé dès le mois de juin un gros plan de relance qui s'articule sur 2 piliers, un plan média tous azimuts, grand média, donc c'est un plan de relance qui s'inscrit sur 2 ans, 2020 et 2021, 12 millions d'euros, donc à la fois, comme je le disais, sur du plan média pour continuer d'inspirer, parce qu'on a quand même pas mal balbutié, et donc notre job c'est aussi de donner envie. Et de dire que tout ça, ça existe et c'est quelque chose de réel, donc un grand plan média. Et puis le sujet de la distribution, où nous investissons très fortement aux côtés des hébergeurs et des opérateurs privés pour les aider à relancer les ventes au plus vite, à gagner des parts de marché au plus vite. Donc évidemment, on concentre cette action-là sur le marché domestique pour l'heure, avec des plateformes de vente en ligne, des OTA, et essayer de pousser des dizaines de milliers de lits touristiques dans ces écosystèmes de distribution. Donc voilà
très rapidement l'objet de ce plan de relance aux côtés des professionnels de la montagne en particulier pour cet hiver. Thomas Saison, on va parler évidemment dans quelques instants de la nécessaire réinvention du tourisme de montagne, mais il ne faut pas se voiler la face. Ça fait quand même quelques années que la fréquentation y est en berne. N'y a-t-il pas quand même déjà un problème de commercialisation, Thomas ? Alors, François-Xavier, ce n'est pas le premier effet. Il y a un tassement de la population et du pourcentage de Français, si on se marche France, qui stagne, mais comme on peut l'avoir sur des destinations longs ou moyens courriers, si je fais le parallèle avec le travel général. Simplement, il y a des générations qui sont un petit peu moins skieuses dans les périodes qu'on connaît actuellement, dans les décennies qu'on connaît qu'auparavant. Donc ça, c'est à nous de redonner le goût à la fois du ski, du grand air et également des activités. On voit que les professionnels et les stations de montagne ont énormément diversifié leurs offres depuis quelques années, autour du bien-être, autour du traîneau, autour de la raquette, autour du ski de rando qui connaît depuis quelques années un élan formidable. Donc le tout ski alpin est un petit peu passé, mais il y a des tas d'autres activités qui permettent aujourd'hui de profiter de la montagne. Pour ce qui est de la commercialisation, oui, je te répondrai qu'un des premiers éléments, c'est que ça a été aussi une des raisons de la présence du village montagne à l'IFTM maintenant il y a 4 ans, c'est que la commercialisation doit se faire aux côtés des professionnels du tourisme, des tour opérateurs, et ne pas oublier que la montagne sont aussi des vacances et que ça doit adopter les mêmes codes que des vacances, avec tout le plaisir qu'on peut trouver dans des vacances, que l'on fasse en France ou à l'étranger, particulièrement. Et trouver en fait dans ces éléments-là, quand on voit la mutation des hébergements dans les clubs de vacances, dans les hôtels, les 4-5 étoiles, il y a énormément de choses qui se sont passées, y compris en termes de lits et de rénovation. Il y a une image de résidence de tourisme aujourd'hui qui convient absolument de changer dans la mentalité des Français en particulier. La montagne a énormément changé. Elle s'est réinventée dans les hébergements, elle s'est réinventée dans l'ensemble des expériences clients qu'elle est capable de proposer, dans les souvenirs qu'elle procure. Un client sur 2 vient aujourd'hui en montagne pour le dépaysement, avant même l'activité physique. Donc voilà des éléments qui consistent à redonner l'envie de le vendre alors comme des vacances. Et effectivement, la commercialisation doit beaucoup plus être digitale. Ça, c'est une certitude dans un marché qui l'est quand même globalement dans le voyage depuis de plus nombreuses années, je pense. Particulièrement cette crise, il faut prendre conscience que s'il y a un marché cet hiver particulièrement dynamique, il est aussi essentiellement digital et de dernière minute. Exactement ce qui s'est passé cet été. On a eu 20 à 30% de clients qui ont réservé dès le vendredi pour des arrivées du samedi, en juillet au mois d'août par exemple. Toute cette commercialisation s'est faite par le online, par la disponibilité et la capacité en tout cas de nos territoires et de nos destinations et de nos stations en particulier de proposer des lits, du stock et si possible du package, parce que les vacances riment aussi avec package et que l'hébergement plus les activités et le séjour sans couture et un ensemble de choses complètement packagées aujourd'hui contribuent encore une fois à positionner nos destinations, la montagne été comme hiver, comme une destination de vacances qui doit surtout être simple à réserver et très accessible. Alors Thomas, vous faites en tout cas ça avec Christian Sabin. Christian, vous êtes le patron d'Orchestra, vous êtes la grande plateforme B2B du tourisme. En clair, vous permettez aux professionnels de produire et de distribuer une offre loisir complète sur l'ensemble des canaux de distribution. Si on comprend bien ce que dit Thomas Saison, il faudrait donc que les stations se réapproprient le contenu pour ne plus le laisser seulement à Booking ou à Airbnb, c'est bien ça ? En effet, il s'agit en réalité de s'approprier l'offre locale et de la qualifier. Ce qu'on entend par l'offre locale, c'est évidemment l'offre des grands hébergeurs, mais celle-ci est déjà accessible en ligne, est déjà connectée, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, le défi principal des organisations locales, publiques ou privées, est d'interconnecter et d'agréger l'offre diffuse, l'offre d'hébergement et l'offre d'activité. C'est cette offre-là qui fait la spécificité, la particularité de l'offre locale. Et la qualifier est le défi à venir des stations en particulier, mais de tout territoire en France. Alors Christian, si on vous suit bien, ça veut dire donc que votre solution pourra donc aussi servir aux agences de voyage françaises qui pourront ainsi enfin mieux vendre la montagne, c'est bien ça ? Alors en l'occurrence, quand on parle de cette offre connectée et cette offre facile à vendre. En effet, il s'agit après de la distribuer en ligne sur les sites des stations. Donc ça va être une distribution directe, mais aussi
en B2B vers les agences françaises et vers les agences ou les tours opérateurs internationaux. Christian, est-ce que vous avez un ou deux exemples de stations qui bénéficient déjà de votre solution ? Alors oui, en l'occurrence, la première qui en a bénéficié, c'est la Plagne, depuis un peu plus d'1 an. Donc on a une année de recul sur cette mise en œuvre. Et puis la deuxième station et vallée, disons, qui va en bénéficier, c'est Chamonix et l'ensemble des stations de la vallée du Mont-Blanc qui vont en bénéficier à partir de 2021. Dans les deux cas, il y a une réflexion qui a été à l'origine de ce choix. Et la réflexion est de savoir quel est l'avenir des offices de tourisme ou de l'ensemble des organisations qui font la promotion en fait, de ce territoire. Et on est arrivé, je pense, ces stations-là, ces territoires sont arrivés à la conclusion relativement simple de se dire que la façon de faire la promotion d'il y a 10, 15 ou 20 ans était sans doute passée et qu'il fallait soit s'arrêter, soit reprendre en effet le contrôle de l'offre. Et que ce contrôle de l'offre et sa distribution, c'est la nouvelle façon de faire la promotion d'un territoire. Alors Thomas Saison, Christian vient de nous dire, la Plagne fait partie des stations qui utilisent cette solution et il nous disait aussi qu'il y avait maintenant 1 an de recul. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui de la solution Orchestra pour les stations de montagne ? Écoute, le bilan est plutôt bon parce qu'avec 1 an de recul, on est arrivé à une part de vente de package de l'ordre de 40% à peu près, alors qu'avant on faisait 90% d'hébergement sec. L'enjeu, il a été territorial principalement, jusqu'à même créer une société privée, en tout cas commune, entre l'Office de tourisme et la Société des remontées mécaniques, dans le but de développer cette commercialisation. Christian rappelait que l'hébergement sec professionnel est assez aujourd'hui accessible en ligne, dans les grandes marques nationales. Il y avait un enjeu de récupérer tout ce qui pouvait être ce qu'on appelle les lits diffus, donc l'ensemble des lits des propriétaires, les gîtes, des tas de structures, même des refuges, qui sont aujourd'hui, qui composent aussi des hébergements de montagne, qui font vivre d'ailleurs des expériences uniques que les vacanciers recherchent. Et puis l'élément était aussi de digitaliser les activités. Nos destinations et nos stations croulent sous le nombre d'activités, c'est un fait. Très peu sont digitalisées, donc très peu sont finalement accessibles et réservables en ligne. Et un des enjeux a été également d'aller proposer non seulement les services, la commercialisation, parfois même les outils en ligne, de façon à rendre ce stock disponible et vendable, et puis de proposer une offre de package qui soit très très pertinente, la plus packagée possible. En ce qui concerne la Plagne, on est allé, grâce à Orchestra, jusqu'à une offre de transport, avec Mr Fly et Rezaneo, sur lesquels on pourrait citer qu'une fois qu'on a signé la pétition sur l'Eurostar, on a aussi agrégé les TGV Ouigo qui arrivent sur Moutier, Bourg-Saint-Maurice cet hiver. Donc l'offre, c'est pas seulement d'en parler, c'était aussi de proposer cette offre alternative de transport qui concerne aussi une nouvelle clientèle jeune, pas forcément voiture. Donc ça, c'est un des points. Et puis une fois qu'on est devenu un vrai professionnel de sa destination, parce que nous, on est parti d'un slogan simple, c'est « Qui mieux que la Plagne peut vendre la Plagne ?» a été de se rendre compte que effet Covid oblige, mais pas que, bon nombre de distributeurs, de réseaux d'agences de voyage, je ne vais pas toutes les citer, mais très connus en tous les cas, et des hôteliers français et étrangers également, ont commencé à s'intéresser à cette offre qui finalement était devenue packagée, était devenu exportable vers leur système de réservation et donc du coup plus facile à vendre avec finalement un travail que nous avions fait d'être un peu chef de produit responsable de la production pour qu'ils puissent effectivement tirer parti à la revente de toute cette offre également sur la formation de leurs agences de voyage. Oui, donc on comprend évidemment que mieux vendre la montagne, c'est sans doute l'une des conditions de la reprise. C'est vraiment un enjeu extrêmement fort de la reprise à venir, mais au-delà, les professionnels pourront-ils également se passer d'une remise en question plus globale ? C'est notre 4e et dernière rubrique, le monde d'après. Alors, comment réinventer le tourisme de montagne ? Il y a, messieurs, évidemment, un premier sujet fort, c'est celui du réchauffement climatique. L'enneigement est de plus en plus faible, en dessous de 1500-2000 mètres. La neige, on le voit, devient plus aléatoire. Gilles Delaruelle, que vous inspire cette perspective qui est déjà une réalité dans les stations ?
Alors oui, effectivement, une réalité, d'autant plus qu'à Courchevel, nous avons 6 villages qui sont raccrochés au domaine de Courchevel. Le village de la Tania, qui commence à 1300 mètres d'altitude pour remonter jusqu'à Courchevel 1850. Donc l'ensemble du domaine skiable a été organisé avec des enneigeurs. Il faut savoir qu'on a à peu près 1000 enneigeurs qui sont disponibles sur la station. On peut donc couvrir aujourd'hui pratiquement 80% du besoin du domaine skiable en produisant de la neige. Il faut simplement que les températures descendent en dessous de moins 2 degrés. Et nous constatons en fait que la période d'enneigement se réduit de plus en plus chaque année. C'est pour ça que les enneigeurs aujourd'hui aident beaucoup à la pratique du domaine skiable. Et il va sans dire qu'autour de ça, évidemment, se développe, comme dans toutes les stations françaises, un grand nombre d'activités pour pallier quelquefois à certaines situations de manque de neige. Mais le constat, nous devons l'organiser sur notre capacité en altitude à pouvoir produire de la neige naturelle pour profiter aussi des plaisirs du ski sur le domaine de Courchevel et des Trois-Vallées. Oui, Thomas Saison, on voit que l'argument environnemental devient vraiment crucial pour la clientèle. On a tous vu ces images d'hélicoptères apporter de la neige artificielle et ça avait fait scandale quand on les avait vues. On sait par ailleurs que les fameuses dameuses sont très énergivores. Que faut-il faire aujourd'hui? Que faites-vous? Et surtout, que reste-t-il à faire pour que les stations de montagne entrent dans un cycle plus vertueux? Un coup de François-Xavier, je pense que, bon, pas revenir sur la polémique de l'hélicoptère, mais il faut quand même avoir conscience aussi de ce que ça peut représenter pour un élu d'être obligé de charrier, même par hélicoptère, quelques éléments de piste de liaison ou de neige pour faire un retour station. Il y va, et comme on l'a dit précédemment l'émission, il y va de l'emploi de la station, du démarrage de la station, parfois de l'embauche de saisonniers. Il y a tout un système économique qui, pour quelques mètres cubes de neige, peut être vital pour certaines stations. Et globalement, on a, dans les domaines skiables, plutôt un problème d'image et de révélation en fait au grand public de ce que nous faisons réellement depuis des dizaines d'années, sans galvauder le sujet, en termes d'environnement. Oui, les dameuses sont énergivores, mais depuis cette année, des dameuses hybrides ont fait apparition sur certains domaines skiables. Les remontées mécaniques, pour certaines, aujourd'hui, sont alimentées par des panneaux solaires sur les gares de remontée qui permettent d'alléger une facture de courant. L'éolienne, l'énergie électrique, des barrages hydrauliques, etc., a toujours fait partie de nos écosystèmes de montagne, en Oisan en particulier. Pour ce qui est de la communication, il faut bien envisager et imaginer qu'une société de remontée mécanique, aujourd'hui, ne peut pas déposer un permis de construction d'une remontée mécanique. Ce sont des investissements pour les 20 ou 25 prochaines années. Ça se fait toujours par des enquêtes publiques, par des recours, par l'Observatoire environnemental, des enquêtes qui, aujourd'hui, je peux vous dire, prennent jusqu'à 3 années d'instruction. Pour ce qui est de la Plagne, mais de beaucoup d'autres stations, nous avons tous des observatoires environnementaux dans nos stations, c'est-à-dire que nous étudions, nous déplaçons et nous réintégrons un certain nombre d'espèces quand c'est nécessaire. Alors ça peut être de la faune, de la flore, etc. Mais tout ça est certifié, tout ça est contrôlé par les agences de l'environnement. Donc aujourd'hui, je dirais que le côté pollueur-destructeur, moi je ne m'y reconnais pas dedans, compte tenu du nombre d'efforts que nous faisons dans la préservation de l'environnement. Il reste un petit problème de communication, bien évidemment, sur lesquels les choses se structurent en termes de démarche environnementale. J'ai quand même envie de citer une association qui s'appelle PO, Protect Our Winters, qui travaille aux côtés des stations de ski, pour révéler aussi un petit peu au grand public, au-delà de l'effet greenwashing qu'on ne veut pas, parce que nous, dans 20 ou 25 ans, sur les problèmes climatiques que tu as révélés, on sera, j'espère, encore là, et on aura bien géré la ressource pour l'avoir bien communiquée et l'avoir bien gérée. Donc on est aujourd'hui en phase, dans une période de communication, en tous les cas, de le faire savoir et en tout cas de sensibiliser le public à toutes les mesures que nous prenons, été comme hiver. Moi, j'aime toujours démonter un petit peu l'idée que l'eau des canaux à neige ne provient pas d'un tuyau d'arrosage, elle vient de retenues collinaires qui sont réglementées par la préfecture et par les agences environnementales. Le principe d'une retenue collinaire, c'est qu'elle se remplit quand les neiges fondent pour pouvoir réutiliser l'eau en hiver. Donc tout ça n'est pas branché au tuyau d'arrosage de la maison. Et donc, comme l'a dit Gilles, entre 30 et 80% des stations aujourd'hui savent produire de la neige artificielle dans un cercle finalement est fermé et vertueux et qui, d'un point de vue environnemental, est très sain. Donc nous avons besoin, en tout cas ce qui est sûr, de travailler aux côtés de nos institutionnels sur ces éléments-là pour le faire savoir au public.
Alors, on a un chiffre qui va s'afficher à l'écran tout de suite. Vous le voyez comme moi, 3 stations de moyenne montagne s'arrêtent chaque année. 3 stations, c'est quand même pas anodin. Laurent Cormier, est-ce que l'ensemble du monde socio-économique de la montagne a conscience des conséquences du réchauffement climatique ou pas ? Oui, je crois que non seulement il en a conscience, mais il y a des vraies actions concrètes qui se sont mises en place. On parlait de dameuses hybrides. Je pense qu'il y a un vrai besoin de faire savoir les choses. On l'a bien vu en début de saison. Je crois qu'on n'a pas non plus en France une culture montagne. Il y a 7 ou 8% des Français qui skient. Je pense que c'est le cas aussi politiquement parlant. C'est-à-dire que le tourisme, et le tourisme des sports d'hiver est un géant économique, mais qui a encore besoin de savoir se faire entendre et d'être un peu dans les mêmes codes que nos gouvernants. Par exemple, en ce qui nous concerne, et depuis 2018, avant même la pandémie, on a mis en place, je dirais, une démarche, ce qu'on appelait une vision pour développer ensemble un tourisme plus durable et plus bienveillant. Et on a commencé par quoi ? On a commencé par mettre en place un fonds de dotation. Pourquoi ? Fonds de dotation pour justement prendre à bras-le-corps tous ces sujets d'intérêt général, les évolutions climatiques, l'empreinte carbone. Et il s'avère que les premiers membres fondateurs de ce fonds de dotation sont des acteurs de la montagne. Justement pour remédier à un certain nombre de choses. Mais je crois qu'effectivement, comme le disait Thomas Saison, c'est aussi notre responsabilité collective que de mieux faire savoir ce qui pollue le plus. Si on fait un micro-trottoir aujourd'hui à Paris, effectivement, le fantasme de la neige de culture, il demeure. Or, ça rentre dans les nappes phréatiques, ça a été dit, je ne vais pas m'apesantir. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer le pas de côté. On passe vraiment d'un tourisme de récréation, j'allais dire, à un tourisme de régénération aujourd'hui. Donc, régénération de l'environnement, on vient d'en parler, régénération de l'être humain. On est tous aussi en une quête de sens. Et je pense qu'après la Covid, on va encore avoir plus besoin de tourisme qu'avant, c'est une certitude. Et puis, régénération également de notre modèle économique. Et du modèle économique des gens qui sont des acteurs du tourisme à part entière. On l'a vu là aussi, avant le Covid, il y a des virages à prendre. Nous sommes clairement confrontés à des nouveaux enjeux aujourd'hui, le rapport à la santé, la proximité. On est aussi dans une région chez nous qui compte 8 millions d'habitants. Et avant la pandémie, c'était 28% des flux. Inutile de dire que cet été, on est monté à 50% des flux. Mais ce rapport aussi entre les destinations touristiques, les lieux de villégiature et les habitants qui y vivent, ça va devenir quelque chose de plus en plus prégnant dans l'avenir. La diversification des activités, ça a déjà démarré, donc la prise de conscience, elle est là. Et donc on continue à faire ce pas de côté clairement pour les années à venir. Parce qu'il n'y a pas le choix. Si il s'avère aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage récent qui a été fait par un institut spécialisé sur la montagne, qui nous dit clairement que la grande partie aujourd'hui des Français pensent que les gestionnaires des destinations de montagne ne prennent pas suffisamment en compte dans leur stratégie de développement l'empreinte carbone et le réchauffement climatique. Donc là, voilà, on a un effort important de communication et pour essayer de remettre, j'allais dire, un peu l'église au milieu du village sur ce qui est véritablement polluant, ce qui ne l'est pas, et puis tout ce qui est fait, comme l'a dit Thomas, depuis maintenant quelques années, pour faire attention à tout ça. Oui, il y a une vraie attente, un vrai besoin en tout cas. Gilles Delarvel, on parle depuis des années de la nécessité de diversifier les activités et de créer vraiment une montagne 4 saisons. Où en est-on véritablement aujourd'hui ? Est-ce que la pandémie va accélérer cette mutation ou pas ? Bien oui, l'enjeu des stations de ski est aussi de trouver des stations de montagne, puisque si on parle de 4 saisons, on parle de la montagne autant l'hiver que l'été. Et de se réinventer et de trouver une forme de dynamisme pour faire venir de la clientèle en masse l'été dans nos stations. On a énormément d'atouts pour recevoir les clients. On a déjà eu un premier signal très fort cet été de gens qui ont été des primo-accédants et qui ont découvert la montagne sous différentes coutures. Chaque station a sa particularité.
Ici, à Courchevel, on a la particularité d'avoir un domaine très très large, avec des accès qui sont extrêmement différents et qui peuvent vivre à différents endroits des villages de la station, aussi bien l'hiver que l'été. Je rappelle que Courchevel a la particularité d'avoir la plus grande quantité d'hôtels 5 étoiles, luxe, restaurants étoilés, qui sont, eux, plutôt orientés pour accueillir une clientèle l'hiver. Et nous avons d'autres villages de la station, comme Morion, Le Prat ou La Tania, qui s'adressent beaucoup plus à une clientèle d'été familiale qui viendrait se retrouver autour de la découverte de la montagne à travers une multitude d'activités. Nous travaillons actuellement avec l'association des Trois-Vallées pour la mise en place d'un pack activité 7 jours sur les Trois-Vallées qui permettrait à chaque résident de Courchevel, de Méribel ou de Val Thorens de pouvoir profiter d'activités différentes à différents spots de la station. Et nous développons aussi par ailleurs un gros programme d'animation pour l'été avec l'organisation de différents festivals culturels pour faire monter aussi l'art et la culture dans les stations de ski l'été. Donc nous travaillons d'arrache-pied et espérons que nous allons œuvrer pour 2 grandes saisons, une saison hiver et une saison été qui sera profitable à tous les socioprofessionnels des stations de ski. Oui, Thomas Saison, on avait l'impression que le sujet ne progressait pas vraiment sur cette montagne 4 saisons. C'était un petit peu difficile. Et puis, évidemment, la pandémie a changé un peu les choses. Et l'année dernière, les stations ont fait une très bonne saison estivale. Est-ce que ça va accélérer cette mutation vers une montagne 4 saisons ? Je l'espère. J'espère que, comme disait Gilles, ces primo-accédants ont découvert ou redécouvert nos destinations à cette occasion. Alors, est-ce que le tout ski est fini ? C'est possible qu'il soit un petit peu plus bas. Il y a énormément de choses qui ont été faites en termes d'activité sur l'hiver. Ça doit ressembler, je l'ai dit tout à l'heure, à des vacances. Donc les vacances, il y a énormément de choses dans les vacances qui ne sont pas que de l'activité sportive. Sur l'été, il faut qu'on soit vigilant aussi parce que la montagne a beaucoup vécu en été également autour de 3 activités phares, qui étaient le VTT, le trail et la randonnée. Donc en s'adressant effectivement beaucoup à des profils assez sportifs globalement et peut-être pas suffisamment à une clientèle de loisirs. Donc je pense que la Covid va aider à avoir révélé qu'effectivement aussi bien les centres aqualudiques, les activités de cartes, etc., ont pu permettre, et d'activités d'enfants, de zones ludiques et autres, ont permis d'intéresser une clientèle plus large qui vient tout simplement chercher des moments en famille et des souvenirs autour d'activités ludiques, simplement, et pas forcément ou exclusivement autour du sport. Alors, dernier sujet d'importance aussi, et vous allez voir les chiffres qui vont s'afficher à l'écran, qui sont évidemment très symptomatiques. La fréquentation des jeunes a chuté de 15 à 20% depuis 1995. C'est un chiffre qui nous a été donné par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Est-ce que, Laurent Cormier, est-ce que les stations sont trop chères ? Est-ce que les stations souffrent d'un problème d'image auprès des jeunes ? Est-ce que, pour parler crûment, est-ce qu'elles ne sont pas démodées auprès des jeunes ? C'est quoi le vrai problème aujourd'hui ? Il y a sans doute un petit peu de tout. Il y a eu un modèle qui s'est concentré sur le cœur de saison hivernale, avec, comme ça a été dit, effectivement, une posture très sportive. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que nos concitoyens recherchent aussi ce qu'on appelle du slow tourisme, veulent reprendre le temps. Et tout ça va s'accélérer encore une fois après la pandémie. Donc il y a besoin de recentrer les choses. En ce qui nous concerne, depuis maintenant 4 ans, on a démarré tout un dispositif qui s'appelle Génération Montagne. Justement pour cette raison, c'est-à-dire c'est de remédier à cette baisse à la fois l'hiver du nombre de jeunes skieurs, c'est-à-dire qu'on a du mal à renouveler la population des skieurs, et puis en même temps de renouveler l'offre dans toute sa diversité. Et pour cela, on a besoin aussi d'amener, ça encore, ça a été dit, davantage de ludique et de récréatif en altitude, qui est toujours perçu comme un lieu où il faut aimer le goût de l'effort. Or, on n'en est pas là. Toutes les convénients sont aujourd'hui assurés pour faire ça. Donc c'est la raison pour laquelle, là-dessus,
on travaille sur le long terme. On est énormément concentré sur des changements d'image. Et pour ce faire, auprès des jeunes, c'est utiliser leurs médias, en l'occurrence leurs médias sociaux, utiliser leur langue et utiliser une stratégie qui repose sur l'influence. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour effectivement changer un petit peu les mentalités. Côté station, ça a été dit à nouveau, il y a un renouvellement énormément d'activités été comme hiver. Donc il faut mettre les bonnes offres. Et quand je dis les bonnes offres, ce sont aussi, et quand ça reviendra, des événements. C'est incroyable, comme notamment sur la durée du ski de printemps, on a moult événements qui s'adressent aux jeunes, qui associent la musique, le ludique, dans toutes les stations de la région. Il faut faire savoir ça. Je pense d'ailleurs qu'on va vers un décalage global de la fréquentation, vers un joli ski de printemps qui est plus un ski Dolce Vita, où, comme ça a été dit, le tout ski c'est peut-être fini, mais sans le ski c'est pas fini. Mais on va proposer aussi des offres alternatives à la glisse demain, et ça les jeunes en ont besoin. Il faut juste le révéler. Gilles Delarruelle, vous avez 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener cette clientèle jeune dans les stations ? Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on puisse définir ce qu'est un jeune, parce qu'il y a plusieurs typologies de générations qui ne sont pas véritablement férus de la montagne. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce problème intergénérationnel est venu du fait qu'à partir des années 80, la démocratisation des voyages, la découverte des longs courriers l'hiver a permis à des générations de gens de faire découvrir des vacances ailleurs que dans les stations de ski, puisqu'au préalable, les gens allaient au ski et emmenaient leurs enfants qui eux-mêmes étaient des consommateurs de ski. Et tout ça a été un peu disloqué dans le temps avec une offre touristique beaucoup plus diversifiée l'hiver. Donc les stations devront s'adapter aussi sur leur pricing. Je crois qu'il y a une idée commune qui dit que le ski c'est cher. Il faut qu'on remette tout ça en place, qu'on arrive à convaincre des générations selon les modèles économiques de chacune des stations, parce que chaque station a sa particularité, elle ne s'adresse pas forcément aux mêmes typologies de public, au même type de cible, mais dans le spectre de pouvoir garantir un renouveau de consommation dans chacune des stations, je crois que tout le monde est au fait de réenclencher des opérations et commerciales, et marketing, et digitales, pour convaincre des nouvelles générations de revenir consommer avec plaisir les stations de sport d'hiver. Thomas Saison, 30 secondes encore sur cette clientèle jeune. Est-ce que vous êtes trop cher ou pas, définitivement, ou est-ce que vous souffrez d'une image un peu ringarde auprès de ces jeunes aujourd'hui ? Trop cher, je ne le pense pas. En tout cas, il y a énormément de choses qui ont été faites pour les jeunes. Imaginons que les jeunes voyagent aussi sous forme aujourd'hui de voyages étudiants, de voyages scolaires, des choses qui existent encore. Alors oui, on pourrait regretter la fin des classes de neige et d'un certain nombre de générations qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas eu, comme le disait Gilles, des parents propriétaires qui ont amené cette culture du ski des années 80. Donc on a un trou d'air, inévitablement. Je dirais qu'on a passé un trou d'air. Je pense qu'on est en train de reprendre pied sur ce trou d'air et de redévelopper la clientèle. Alors les jeunes, il y a plusieurs types de jeunes, mais globalement sur le marché des millennials, si je le résume à ce point-là, on travaille fortement dessus. Faut pas oublier que la pratique du ski est une pratique sportive qui peut être exigeante, dont le parcours d'apprentissage reste un élément clé. Il est enseigné par des écoles de ski officielles pour le faire. Et donc malheureusement, le ski ne s'apprend pas sur YouTube dans un tutoriel de quelques secondes ou quelques minutes. Et ça a freiné, et ça peut freiner aujourd'hui une partie de la génération. Donc, je peux citer sur la Plagne, mais beaucoup de stations l'ont fait. En 2013-2014, on a inventé des zones débutants qui s'appellent Cool Ski, sur lequel, sur un tarif modulé à 30 € de la journée, vous avez le droit à un coach dans la zone débutant et vous pouvez vous remettre au ski ou apprendre, en tout cas, à skier de façon simple et tranquille, j'allais dire, surtout. Donc, les offres sont là. Et après, l'accessibilité du produit, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais bien évidemment qu'autour des plateformes de covoiturage, de trains low cost, d'avions low cost, il faut qu'on se pose des questions sur l'accessibilité aujourd'hui de nos stations, également vis-à-vis de cette clientèle qui a besoin de se rendre compte que c'est pas si cher et c'est pas si loin. Alors on l'a vu tout au long de cette émission, la réinvention de la montagne passe aussi sans doute par la technologie. C'est notre dernière rubrique, la start-up du jour. Bonjour Alexandre.
Bonjour. Rebonjour. Alors, je le disais, vous êtes le président fondateur de Youstiti. On a parlé de techno, on a parlé aussi de réseaux sociaux avec Laurent Cormier. J'aimerais que vous nous présentiez un peu votre solution, puisqu'elle est, je crois, toute récente. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Donc, moi, avant tout, je suis un skieur passionné. Ça fait plus de 25 ans que je pratique le ski et ça fait 15 années que je suis ingénieur informatique. Et en fait, j'ai souhaité mettre au profit finalement de ma passion mes compétences technologiques. Et en fait, on a développé un ensemble d'innovations digitales pour les skieurs dont les données vont pouvoir être exploitées par les exploitants pour mieux piloter finalement leur domaine skiable. Donc ça veut dire que, par exemple, justement, en ces temps de pandémie, les exploitants de stations de montagne pourraient tout à fait instaurer une jauge et grâce à votre application, voir en temps réel le nombre de personnes qui se trouvent sur la station et donc ajuster cette jauge quasiment en temps réel, comme je le disais. C'est bien ça ? Oui, voilà, c'est bien ça. Donc, concrètement, il s'agit d'une application mobile qu'on apporte en marque blanche pour nos clients. On travaille notamment pour Val d'Isère ou Avoria. En seulement 3 années d'existence, on développe leur application mobile qui fonctionne comme un Waze de la destination, c'est-à-dire qu'en temps réel, en fait, on va connaître les zones d'influence, on va pouvoir informer les skieurs en fait des petits tips pour éviter les files d'attente. On va pouvoir apporter des services modernes et connectés pour se géolocaliser sur les pistes ou connaître des informations temps réel, mais surtout pour l'exploitant, en fait, c'est détecter finalement les zones qui sont surfréquentées, sous-fréquentées, et ainsi mieux piloter, mieux apporter leurs produits à la clientèle. Alors ça, c'est l'utilité pour les exploitants, Alexandre. Pour ceux qui ont téléchargé l'appli, quel est l'avantage ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette appli au moment où ils dévalent les pentes des stations ? Alors, sur une destination comme Val d'Isère, par exemple, le skieur va installer cette application, il va avoir accès en fait à des différents spots photos sur lesquels il pourra se faire photographier automatiquement par un système de géolocalisation temps réel que nous avons mis au point. Il connaîtra les temps d'attente à l'ensemble des points de remontée mécanique pour adapter finalement son parcours. Il pourra calculer un itinéraire d'un point A à un point B pour optimiser et finalement savoir en combien de temps en fait il peut retrouver son ami qui est de l'autre côté en fait du versant. Il pourra géolocaliser sa famille, ses amis sur les pistes et il pourra également avoir des statistiques ultra détaillées finalement de son parcours pour savoir quelle piste il lui reste à découvrir sur la destination. Oui, c'est intéressant. Ça, quel est votre modèle économique en 20 secondes, Alexandre ? Alors, on est sur un abonnement en mode SaaS, donc nos clients s'abonnent à nos technologies en fonction en fait de leur budget, de leur projet, et on est en train de déployer une nouvelle solution de forfait de ski dématérialisé que nous déployons en fait sur 2 stations de ski, Avoriaz et Font-Romeu. Le skieur pourra accéder aux pistes sans passer en caisse via son smartphone. Son smartphone devient enfin un forfait de ski, et là par contre on sera sur un modèle économique à la commission sur la vente de forfait. Merci beaucoup Alexandre, on vous souhaite évidemment succès et réussite pour votre nouvelle application Youstiti. On arrive au terme de ce 2e épisode des ateliers d'IFTM. Je voulais évidemment remercier nos 5 intervenants, ceux qui étaient en distanciel, en visioconférence, et puis nos 3 intervenants qui nous ont accompagnés en présentiel. Je vous remercie aussi, vous, les internautes, d'avoir suivi ce 2e épisode. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à rester connecté sur nos réseaux sociaux @IFTM et à vous abonner à notre newsletter, bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Ce programme vous est présenté par Orchestra, la plateforme loisirs.